Bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Éric Varin. Je suis très impressionné de me retrouver dans cet endroit magnifique et en compagnie de notre invité ce soir. Je suis la doublure de Stéphane Courjon, auquel vous êtes habitué. Et tout à l'heure, un collègue journaliste à qui je me présentais me dit « Ah, le public va être déçu ». Sans doute souhaitait-il me mettre à l'aise. Donc, je vais essayer de faire ce que je peux. Et on va faire connaissance avec notre invité. Je suis ravi d'être avec vous. Alors, Jean-Christophe Rufin, le moins qu'on puisse dire, et je vais peut-être commencer avec une familiarité, puisque ma grand-mère parlait comme ça, c'est que le jour de la distribution, vous aviez votre gamelle. Puisque, jugez plutôt, vous êtes docteur en médecine, membre de cabinet ministériel, en tout cas vous l'avez été, à l'origine ou à la tête d'ONG, comme Médecins sans frontières ou Action contre la faim, diplomate, ambassadeur de France, écrivain à succès, lauréat notamment d'un prix interallié, d'un Goncourt du premier roman pour l'Abyssin et du Goncourt tout court pour Rouge Brésil il y a maintenant quelques années. Et pour finir, vous êtes le plus jeune membre de l'Académie française, élu en 2008. Alors du coup, il faut vous appeler comment? Quel titre vous fait le plus plaisir? Docteur, maître, excellence ou papa? Écoutez, papa, c'est un... non, il faut m'appeler Jean-Christophe, et puis c'est ça qui me touche le plus. Si je peux dire un mot pour répondre à votre mot d'accueil, c'est que je suis très touché d'être parmi vous ce soir, très admiratif sur ces lieux qui sont absolument superbes, et un peu impressionné par cette salle où, heureusement, nous devons parler et avec des micros. Mais c'était le dortoir des moines, et si j'avais dû y dormir, je pense que ça aurait été plus difficile. Mais en revanche, pour vous rencontrer, je dois dire que c'est très impressionnant et très agréable pour un écrivain de voir que voilà, des lecteurs sont là et qu'on peut aussi s'adresser à un public à travers comme ça des rencontres, j'allais dire, vivantes. Et voilà, je suis persuadé que ça va être passionnant, mais bon, je vous laisse faire. Alors, vous parlez du lieu impressionnant. Vous aussi, vous pouvez être considéré comme quelqu'un d'impressionnant. Enfin, vous pouvez facilement peut-être donner des complexes à ceux qui sont autour de vous, puisqu'on l'a dit, vous avez plusieurs vies en une seule. Vous êtes jeune, vous avez 62 ans, donc encore beaucoup de temps devant vous. Donc, de quoi filer des complexes. Si on essaye de trouver la faille, peut-être entre toutes vos activités, s'il y en avait une que vous estimiez avoir un peu moins bien réussi que les autres, ce serait laquelle? C'est bizarre comme question. Parce que, bon, moi, j'ai pas le sentiment de faire les choses pour les réussir ou pour les rater. Je les fais parce qu'elles me tiennent à cœur. Le métier que j'ai choisi, c'est la médecine. Bon. Et au fond, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai toujours l'impression de lui être fidèle à ce métier. C'est-à-dire, je suis un médecin. Et un médecin dans la plénitude de cette vocation qui, pour moi, peut-être parce que j'ai été élevé par un grand-père qui était médecin et qui appartenait à la vieille tradition de la médecine qui était une partie des humanités, finalement. Pour moi, la médecine, c'était une discipline littéraire, aussi curieux que ça puisse paraître, une discipline d'engagement et une discipline de partage et d'écoute des autres. Alors, pour faire tout ça, il y a des tas de moyens de le faire. On peut effectivement palper des rats, écouter des poumons et faire de la médecine clinique. Mais au fond, on peut aussi la faire de manière beaucoup plus large. Et moi, à travers tout ce que j'ai pu faire, que ce soit dans l'humanitaire ou ailleurs, c'est ça qui m'a tenu à cœur. Bon, alors après, réussir, rater, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. C'est vrai que moi, j'ai quitté la médecine à un moment donné. Enfin, j'ai quitté la carrière hospitalière quand les choses ont commencé à ne plus être anonymes. Je le dis clairement, parce que tant que les concours étaient anonymes, jusqu'à l'internat, vous remplissez une copie, on vous corrige, on ne sait pas qui vous êtes. Bon, j'avais mes chances, disons. Après, évidemment, j'étais dans une génération pléthorique, et puisqu'on parle d'échecs, c'est vrai que j'aurais certainement aimé à l'époque, faire une carrière hospitalière, continuer donc dans les hôpitaux, mais je n'avais aucune chance de le faire parce que j'étais dans une génération très nombreuse. Et puis j'étais pas fils d'archevêque, je n'avais pas les onctions qu'il fallait, donc il n'y avait aucune chance.
Et par conséquent, j'ai pris d'autres chemins. Et c'est souvent comme ça, je trouve, dans la vie. C'est pour ça que cette dualité réussite-échec, je pense qu'elle est plus complexe que ce qu'on veut bien croire. Je le dis notamment quand je rencontre des jeunes, des élèves, etc. De temps en temps, je fais des rencontres comme ça. Et je leur dis, attention, souvent, c'est l'échec qui va vous faire progresser. Moi, si j'avais pu faire ce que j'avais imaginé, c'est-à-dire une carrière médicale classique, je n'aurais pas fait le reste. Bon, c'est un altruisme, mais c'est vrai que c'est comme ça que les choses se sont faites. C'est-à-dire que, au fond, j'ai été chercher ailleurs ce que je ne trouvais pas ou ce qu'on ne m'offrait pas, ou ce qu'on ne me permettait pas d'acquérir dans la médecine classique. Et je l'ai trouvé dans quelque chose qui s'est révélé passionnant, qui était la médecine humanitaire. Voilà. Et puis, après, l'humanitaire, c'était très intéressant, c'était magnifique, c'était une aventure extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance d'arriver à Médecins sans frontières. C'était grand comme cette scène, pratiquement. C'était vraiment les tout débuts, et c'était une grande aventure. Et puis, on n'y comprenait rien, parce qu'on partait en Afghanistan, en Éthiopie, voilà, on ne comprenait pas ce qu'on faisait. Donc j'ai voulu faire un complément. J'ai fait Sciences Po, je me suis inscrit à Sciences Po pour essayer de comprendre quelque chose, quoi. Et alors, à Sciences Po, ils ont été gentils, ils m'ont pris, parce qu'ils prennent toujours, vous savez, un pompier, un séminariste, un médecin, enfin bon, voilà. Donc, ils m'ont dit, venez. Donc vous êtes l'original de service. Voilà, j'étais pas pompier, mais enfin c'était à peu près. Et en fait, finalement, je me suis pris au jeu. Et à un moment donné, j'ai commencé à publier là-dessus. Et là aussi, j'aurais bien voulu rester, vous voyez, parce que vous me faites parler des échecs, mais voilà, des exemples. J'aurais bien voulu rester. Je me suis dit, et je voulais faire une thèse même de sciences politiques sur ce qu'on faisait, sur l'action humanitaire, les relations internationales, tout ce qui était un sujet qui était tout à fait novateur. Et alors j'avais un directeur de thèse qui m'a dit, c'est très très bien, vous allez travailler pendant 3 ans, vous allez faire une thèse de 1000 pages, et si elle est bien, me dit-il, c'est-à-dire lui, je vais faire un article dans Le Monde. Alors je me suis dit, il se fiche de moi. Si je vais travailler 3 ans comme un chien, et puis c'est lui qui va faire l'article. Alors j'ai repris le sujet, et puis avec ça, j'ai fait un livre. Et vous voyez, finalement, je n'ai pas eu exactement ce que je voulais, mais ça a été mieux, parce que ça m'a donné la possibilité, au fond, de voler de mes propres ailes. Voilà. Alors finalement, c'est comme ça, je crois que les choses se font dans la vie. C'est assez amusant de commencer comme ça, parce qu'on voit tout de suite que vous avez un rapport singulier, on va dire ça comme ça, avec l'ordre établi, j'ai l'impression. Oui, c'est-à-dire que je peux remplir des fonctions, je crois que je l'ai montré à de nombreuses reprises, quand on me confie quelque chose, je le fais sérieusement, etc. Mais je n'aime pas, évidemment, quand les dés sont pipés, c'est-à-dire que lorsqu'on vous demande quelque chose et puis que finalement on ne va pas vous donner quoi que ce soit en rapport avec vos efforts, finalement, c'est très frustrant. Il vaut mieux. Et c'est vrai que je me suis, au fond, organisé une vie dans laquelle l'essentiel dépend de moi, c'est-à-dire que dépend de moi et dépend de vous, c'est-à-dire dépend des lecteurs. Bon, écrire des livres, c'est une manière, au fond, d'être à la fois totalement libre dans son emploi du temps, dans sa vie, et en même temps dépendant de quelque chose de très exigeant qui est le jugement des autres. Voilà. Mais ce jugement-là, je lui fais confiance. Alors que souvent dans les institutions, dans la manière de vous donner des opportunités, etc., j'ai eu le sentiment souvent que voilà, je n'avais pas toutes les chances de mon côté, et donc j'ai choisi cette voie. Voilà. Mais c'est une psychanalyse, j'aurais dû me méfier. Hein. Alors, on y reviendra peut-être tout à l'heure. En attendant, je voudrais faire un détour par Bourges, une ville dont vous êtes originaire, et vous faites maintenant partie des personnages célèbres de Bourges. Alors il y en a un autre, c'est Jacques Coeur, auquel vous avez consacré une biographie il y a 3 ans, je crois. Et Jacques Coeur était un personnage extraordinaire au XVe siècle, négociant, marchand. Il a commencé sa carrière comme fourreur, il a fini sa vie sur l'île de Chios, en mer Égée, assassiné. Et donc ce personnage un petit peu à la Steve Jobs ou Bill Gates aujourd'hui, puisqu'il a révolutionné les affaires de l'époque, a vécu dans la même ville que vous et a beaucoup voyagé à une époque où finalement sa vie se résumait souvent aux 15 km de rayon autour de sa ferme. Est-ce que ce personnage a été un inspirateur pour vous? Est-ce qu'il a nourri votre imaginaire? Oui, mais c'est un personnage que j'ai toujours connu. Moi, quand j'étais enfant, je passais devant son palais, j'habitais Bourges et j'étais élevé dans cette ville.
après la guerre, donc c'était une ville qui était assez sombre, assez fermée, qui avait souffert, mais qui en même temps avait conservé tous ces monuments. Et donc on ne savait pas très bien à quelle époque on était. Et ce palais, il était là, je le voyais. Mais enfin, pour moi, Jacques Coeur, c'était un vieux monsieur, quand j'étais enfant, évidemment. C'était quelqu'un qui était devenu très riche, puis qui avait construit ce palais. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé... Bon, j'ai fait ma vie, et le dernier épisode, c'était au Sénégal, quand j'ai été nommé ambassadeur là-bas, que j'ai passé 3 années là-bas. Alors, pour tout vous dire, moi je suis un homme des brumes, un peu un homme... par ma famille, un peu des pays où voilà, j'ai besoin des saisons. Je n'aime pas le beau temps tout le temps. Hein. Et alors au Sénégal, j'étais très très triste parce que tous les matins, j'ouvrais mes volets, et puis il faisait beau. Alors au début, c'est merveilleux, on se dit il fait beau, c'est extraordinaire, machin. Pour une semaine, c'est formidable. 1 mois, c'est très bien. 3 mois, ça me manquait. Et au bout de 3 ans, j'avais vraiment envie de retrouver le gris, la pluie, vous voyez, l'humidité, etc. Donc je suis allé à Bourges, où j'étais certain de trouver ça, bien entendu. Et en revenant dans ma ville d'origine, j'ai retrouvé finalement tout ce dont j'avais besoin. C'est les pavés, une espèce de ciel un peu gris. Bon, il fait parfois très beau, hein, mais enfin quand même, c'est un peu ce dont je me souvenais. Et puis j'ai retrouvé le palais Jacques Coeur. Et j'ai retrouvé le palais Jacques Coeur avec une différence, c'est que Jacques Coeur avait mon âge, c'est-à-dire que ce n'était plus un vieux monsieur. Moi, j'avais son âge. J'avais, à ce moment-là, 56 ans, j'avais l'âge qu'il avait quand il est mort. Et donc, tout à coup, évidemment, il y avait quelque chose qui me permettait de m'identifier à lui. Et en y regardant de plus près, en regardant ce palais, en regardant les traces qu'il a laissées, les ornements sur les façades, etc., au fond, il y a l'explication, une partie de l'explication de ce personnage, c'est-à-dire le fait qu'il est allé très loin. Et il a voyagé. Il est né à quelques mètres de son palais, dans une petite maison qui est toujours là, qui a été transformée en boîte de nuit. Aujourd'hui, bon, le pauvre, il doit se retourner dans sa tombe, enfin, c'est comme ça. Qui sait ? Et oui, ou peut-être ça lui plairait. Et à quelques centaines de mètres, il y a son palais. Et entre les deux, finalement, donc c'est une distance très courte, mais la distance, évidemment, lui, il l'a allongée beaucoup par ses voyages. Et moi, j'avais fait un peu la même chose, c'est-à-dire que c'était un premier point commun. Et puis, il y en avait un deuxième qui me frappait, c'était au retour de cette expérience comme ambassadeur. Et c'est vrai que pour moi, ça a été évidemment une expérience très passionnante, mais aussi un peu très difficile. C'est le rapport avec le pouvoir. C'est un personnage qui a été en rapport avec le pouvoir par les choix qu'il a faits. Et le pouvoir, c'est dangereux. Je ne parle pas du pouvoir qu'on a soi-même, mais le pouvoir d'un roi, par exemple, ou le pouvoir d'un président, par exemple. Au fond, un ambassadeur, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui est situé entre les pouvoirs, qui représente un pouvoir auprès d'un autre. Et avec toute la difficulté, effectivement, de cette proximité, c'est-à-dire tout le danger de cette proximité. Alors, c'est à la fois merveilleusement efficace pour vous mettre au cœur des choses, évidemment. Puis à tout moment, ça peut devenir dangereux parce que les hommes de pouvoir sont des gens imprévisibles, dangereux. Et en ce qui concerne Charles VII, évidemment, c'était donc le roi auprès duquel Jacques Coeur a fait sa carrière. C'était quelqu'un de particulièrement dangereux parce qu'il était versatile, parce qu'il était jaloux, parce qu'il était instable politiquement. Oui, et très difficile à prévoir. C'est-à-dire que sensible aux intrigues, sensible aux complots, jouant les uns contre les autres en permanence, etc. Voilà. Impécunieux. Alors Jacques Coeur, en fait, son histoire est très simple, enfin si je puis dire, c'est-à-dire que, donc juste pour dire que j'ai eu envie d'écrire son histoire, mais j'ai eu envie surtout de l'écrire parce qu'elle j'aime bien, si vous voulez, quand un personnage historique est suffisamment précis, on sait quelque chose de lui, hein, mais on ne sait pas trop de choses de lui, parce que je trouve qu'il y a des personnages étouffants. Quand vous écrivez, par exemple, sur Napoléon, ce qui m'est jamais arrivé, mais j'ai des amis comme Patrick Rambaud, tout ça, quand vous écrivez sur Napoléon, vous recevez un courrier torrentiel
Parce que beaucoup de gens sont spécialistes de Napoléon. Il y a les grands spécialistes de Napoléon, mais il y a aussi... Et alors, on vous dit, non, mais là, attention, les chapeaux, ils étaient de telle couleur, etc. Enfin, bon, on est étouffé par tout ce qu'on sait. Jacques Coeur, on n'est pas étouffé du tout parce qu'on ne sait pas grand-chose. Voilà. Donc, c'est un personnage creux, en quelque sorte. C'est un cadre. Et dans ce cadre, on peut y mettre quelque chose. Et moi, j'ai eu envie d'y mettre quelque chose qui n'était pas... Au fond, ce sur quoi on insiste d'habitude. D'habitude, on insiste sur le côté homme d'affaires. Un homme d'affaires. Moi, je pense que c'était un mauvais homme d'affaires. Je pense qu'en fait, tant qu'il a fait ce business tout seul, ça s'est très mal passé. Jusqu'à l'âge de 30 ans, il est resté à Bourges. Il a eu une vie, finalement, très moyenne. Bon, il a épousé sa voisine. Bon, tu me dirais, ça, c'est pas une performance, mais enfin, c'est pas non plus... Mais bon, voilà. C'est banal à l'époque. Non, mais c'est... Voilà. Ils ont été d'ailleurs très heureux, ils ont eu des enfants, tout ce que vous voudrez, mais enfin, une vie sans relief particulier, une carrière médiocre, et qui s'est d'ailleurs mal tournée à un moment donné, puisqu'il s'est trouvé emprisonné pour des malversations sur les monnaies à l'époque. Donc, Jacques Coeur, moi, je ne le vois pas comme un homme d'affaires. Je le vois comme un visionnaire. Je le vois comme quelqu'un qui, par le hasard de la vie... Et vous voyez, on parle des échecs, mais lui, c'est pareil. C'est parce qu'il s'est retrouvé en prison à l'âge de 30 ans, pas longtemps et pas de façon très grave, mais suffisamment pour avoir honte en sortant. Il avait honte, il ne se sentait plus très à l'aise dans cette ville où sa réputation était ternie. Et il a pris du champ. Et il est parti, voir un petit peu, voilà, prendre le large. Alors, dans le large à l'époque, quand on était à Bourges, c'était de descendre vers le Languedoc, puisque la France était occupée. Et il y avait, en fond, dans les territoires du roi, c'était cette espèce de bande de terre qui descendait jusqu'à la Méditerranée. Donc, il va suivre cette voie, comme ça, et par un hasard incroyable, il se retrouve à Narbonne, il se retrouve sur la côte, et il trouve un bateau qui part pour l'Orient. Et là, il va en Orient, il découvre ce monde de Beyrouth, Damas, etc., ces villes d'Orient. Et là, il a une intuition extraordinaire qui va faire de lui un visionnaire, quelqu'un qui va créer un monde, qui va, au fond, créer les conditions de la Renaissance, dont il ne profitera pas, mais dont il va jeter les bases, et qui, en rentrant, va créer, certes, une société de commerce, mais c'est pas lui qui va le faire, le commerce. Il va avoir des tas de gens autour de lui qui vont le faire, ça. Mais lui, ce qu'il a, et ce que personne d'autre n'a, c'est cette vision d'ampleur d'un autre monde qu'il va essayer de faire émerger. Oui, c'est pour ça que je parlais de Steve Jobs, de Bill Gates, puisque finalement, c'est des réussites, et tant pis pour l'anachronisme, qui sont comparables à celles de personnages comme ça. Oui, à ce moment-là, moi je dirais plutôt Bernard Arnault, parce que c'est plutôt le LVMH de l'époque, parce que Jacques Coeur, en fait... mais il travaille dans le luxe, et, voilà, et auprès des puissants. Voilà, ce qu'il a apporté, c'est dans cette France de la guerre de 100 ans, qui était une France très largement ruinée, et qui avait été brillante, parce que, évidemment, il y a eu le temps des cathédrales, etc., puis il y a eu cet énorme recul de la guerre de 100 ans. Et au fond, ce qu'il apporte et ce qu'il découvre en Orient, ce qu'il va découvrir à Damas, c'est le luxe, c'est le corps, par exemple, c'est le plaisir du corps, c'est les parfums, c'est les étoffes, c'est les bains. D'ailleurs, dans son palais à Bourges, il fait construire un hammam. À Bourges, faut bien chauffer, hein. Donc, si vous voulez, il y a un côté comme ça, au fond, novateur, mais dans le sens, il ne fera jamais le commerce des grains ou des choses. Bon, le seul produit un peu, je vais dire, alimentaire, enfin, dont il fera le commerce, c'est le sel. Mais là aussi, c'est assez symbolique. Voilà, c'est le sel des choses, le sel de la vie. Et surtout, c'est les soieries, c'est les étoffes, ce sont les armes, évidemment, les parfums, les épices, etc. Et il devient l'argentier. Et non pas le grand argentier. Il devient l'argentier, c'est-à-dire l'intendant, en réalité. C'est une fonction assez, au fond, qui n'est pas en elle-même très, très importante, mais lui, il va en faire quelque chose d'extraordinaire, parce qu'au fond, c'est le fournisseur du roi. C'est le fournisseur de la cour, et c'est quelqu'un qui va passer, avec la complicité du roi, naturellement, autour de tous les nobles, autour finalement, de tout ce qui compte en France. Il va passer une espèce de nœud coulant en prêtant de l'argent pour acheter ces biens de luxe qui sont infiniment désirables, évidemment, dans une cour qui découvre le plaisir. Et donc, tout le monde va s'endetter auprès de lui pour acheter ça. Et évidemment, ça lui coûtera cher au bout d'un moment, parce que
c'est jamais très bon d'être le créancier comme ça de tant de gens, mais voilà, c'est ça qu'il apporte, c'est le luxe. Et ce qui m'avait fasciné, ce qui me fascine toujours dans le Palais Jacqueur, c'est ces deux faces. Il y a une face qui ressemble ici au rempart romain, parce que c'est exactement la même base, hein, la base du Palais Jacqueur. Il est appuyé sur le rempart. Ouais. Voilà, c'est construit sur deux tours exactement semblables à celle d'ici, et qui en fait a une allure de château fort. Et puis de l'autre côté, déjà, c'est la Renaissance. Voilà. Et ça, je trouve que cet homme qui a fait passer la France dans un autre état. On avait, pendant toute la guerre de 100 ans, eu les yeux tournés vers le nord, vers l'Angleterre. L'Angleterre, pays qui ne pouvait pas nous apprendre grand-chose, parce que, au fond, les Français et les Anglais étaient des peuples cousins. C'était une guerre de cousins, la guerre de 100 ans. Et au fond, il n'y avait pas un degré de civilisation particulièrement plus élevé chez les deux peuples, entre Français et Anglais. Sauf qu'il y en avait un qui faisait mieux la cuisine que l'autre, mais bon. Mais il n'y avait pas. Qui sait si à l'époque c'était déjà vrai. Je ne sais pas. On n'en sait rien. Mais en revanche, dès qu'il va regarder vers l'Orient, dès qu'il va regarder vers l'Italie surtout, et la France ne cessera plus de regarder vers la Méditerranée, là, ce qu'il découvre, c'est une civilisation qui est en plein jaillissement, puisque c'est celle, notamment en Italie, qui hérite de la chute de Constantinople, qui va hériter de toutes les richesses intellectuelles et artistiques de Byzance et qui va donner lieu à leur naissance. Donc, il fait vraiment pivoter le regard vers un nouvel. Il constitue une sorte de passerelle d'écluse entre l'Orient et donc la France. Vous avez parlé de votre grand-père tout à l'heure, un autre habitant de Bourges. Il a été médecin comme vous, et il a été résistant. Il a même été interné à Buchenwald pendant 2 ans pour ses faits de résistance, et il a soigné des soldats pendant la Première Guerre mondiale. Est-ce que c'est lui qui vous a parlé de ces combattants qu'on retrouve finalement dans le livre qui nous vaut d'être avec vous ce soir ? Mon grand-père ne m'a pas parlé de grand-chose parce qu'il était âgé, il était très âgé, et il n'avait pas, en rentrant de captivité, je crois, la force, d'une certaine manière, je ne dis pas la force physique, parce qu'il avait évidemment récupéré, mais la force morale, si vous voulez, de parler de tout ça. Il ne parlait comme pas souvent des les camps. Déportés, oui. Ouais, il n'en parlait pas. Alors ma grand-mère parlait pour lui, en revanche, hein, ça. Donc elle faisait des descriptions de tout ça. Mais pour un enfant, il n'y a pas besoin forcément de lui raconter les choses, parce qu'il y a d'autres moyens, je pense, d'avoir accès finalement à l'histoire. Il y a les lieux, ça c'était pas la guerre de 14, c'est la guerre de 40, mais c'est vrai que Bourges était une ville qui gardait le souvenir comme ça de l'occupation. On n'était encore pas très loin après, hein. Je suis né 7 ans après la guerre, c'est très très peu. Il y avait la ligne de démarcation qui avait laissé une trace très, très profonde, puisque c'était pour ça d'ailleurs que mon grand-père avait été déporté. C'est parce qu'il cachait des gens qui voulaient passer en zone libre, qu'il les cachait dans la maison, puis il y avait des passeurs qui venaient les chercher. Bon. Donc il y avait les lieux, il y avait les objets, et moi j'ai joué pendant toute mon enfance avec des objets qui traînaient là et qui étaient des objets de guerre en réalité. Mais de guerre, non pas de guerre au sens, comment dirais-je, ce n'étaient pas des objets adaptés pour les enfants, c'était des vrais casques, c'était des vrais masques à gaz, c'était des vraies bandes moltières, c'était des vrais... voilà, des choses qui avaient servi, une grenade, enfin des trucs. Voilà. Et tout ça donne, évidemment, pour l'enfant, surtout très solitaire que j'étais, c'est une manière évidemment, de se projeter dans l'imaginaire. Voilà. Et puis, il y avait les cérémonies aussi, les monuments aux morts, etc., qui étaient des choses très, très, très impressionnantes. Et ça, on le retrouve dans votre livre, on va y venir justement à votre livre, Le Collier Rouge. Je raconte l'histoire, justement, ça se passe en 1919, en plein été, dans une bourgade du Berry, où un héros de la guerre, fils de paysan, Jacques Morlac, coupi en prison. Il a gravement porté atteinte justement à la nation pendant le défilé du 14 juillet et risque d'être renvoyé au bagne au mieux.
Et un officier militaire qui s'appelle Hugues Lantier du Grèze, qui est plutôt d'un milieu bourgeois, alors que Jacques Morlac est un paysan, a la charge d'instruire finalement son procès et d'orienter sa condamnation, enfin en tout cas sa sentence. Alors à ces deux personnages, on ajoute un troisième, Guillaume, le chien du prisonnier. Il attend son maître en aboyant jour et nuit, et c'est lui qui détient la clé du drame. Ce chien a fait la guerre, et il y en a eu beaucoup comme lui en 14-18. Alors vous dites que cette histoire est basée sur quelque chose de réel, qui vous a été raconté par un ami. Qu'est-ce qu'on peut en dire sans trop en révéler? Vous en avez déjà dit pas mal, hein, remarquez. Mais j'ai fait le pitch. Voilà, vous avez fait. Mais c'est vrai qu'on on peut tout dire, mais enfin, c'est en même temps un peu dommage de raconter toute l'histoire. Non, en fait, j'étais en Jordanie. Disons, l'histoire que j'ai connue, c'était l'histoire qui m'a été racontée par un ami qui était un grand photographe de guerre, un photographe de match, qui se trouve avoir été ensuite très malade et mort avant, malheureusement, d'avoir pu lire ce livre, et qui m'avait raconté cette histoire. On était en Jordanie, parce que moi j'étais parti là-bas pour match, et ils nous avaient demandé de couvrir, comme on dit, les printemps arabes. Bon, et le printemps arabe qui faisait tomber les régimes successivement en Tunisie, en Égypte, etc. Et on avait trouvé malin de se mettre un coup d'avance, c'est-à-dire dans un pays où il ne s'était encore rien passé. Le problème, c'est qu'il ne s'est jamais rien passé dans ce pays. Donc on attendait, mais on attendait quelque chose qui ne se produisait pas, et on ne pouvait voir personne parce que le roi était en même temps sur ses gardes, évidemment, il était terrifié. La reine, qui pourtant d'habitude est fait plutôt la une des magazines de mode et tout ça, la reine était bouclée à double tour, on ne pouvait rien faire. Donc on était au bar de l'hôtel, hein, c'était pour tout le dire, et puis il m'a raconté sa vie. Voilà. Et il m'a raconté deux histoires. Il m'a raconté l'histoire de sa grand-mère, que j'ai trouvée très jolie. Sa grand-mère, donc la femme de cet homme, sa grand-mère avait toujours dit « Je veux vivre jusqu'à 100 ans ». Alors on s'était dit, se passer en Bretagne, pourquoi pas, elle va vivre jusqu'à 100 ans. Elle a vécu jusqu'à 100 ans. Et à 100 ans, elle s'est suicidée en se jetant dans la rivière. Et là, tout le monde a compris qu'en fait, quand elle disait « je veux vivre jusqu'à 100 ans », ça veut dire « je ne veux pas vivre plus que 100 ans. J'en ai marre ». Et à 100 ans, elle s'est suicidée. Ce que je trouve assez bouleversant, assez beau. Mais ça ne faisait pas un livre. Et c'est assez curieux parce que quand vous écrivez des romans, on vous raconte souvent des histoires en vous disant « ah, j'ai une bonne histoire pour toi, tu vas voir, etc. » Et c'est très rare, très très rare. Il y a des histoires passionnantes, magnifiques, très belles, mais c'est très très rare, en tout cas pour moi, qu'une histoire corresponde, si vous voulez, à vous inspire et fasse qu'à partir de là, on écrive un livre. Et puis, là, c'était le cas. C'est la deuxième histoire, c'est le mari de cette femme qui, lui, est rentré de la guerre de 14 en héros. Il a été décoré de la Légion d'honneur. Ils étaient 2 survivants sur tout un village. Ils étaient plusieurs centaines, un gros bourg, enfin, à être mobilisés. 2 sont rentrés. Lui, il était un héros. Il a été décoré de la Légion d'honneur. Et puis, il avait un chien. Et un jour, effectivement, il a commis un acte qui était une offense à la nation, et il s'est retrouvé en prison. Voilà. Et il y a eu une enquête. Alors, je ne raconte pas dans le détail, mais c'est vrai que ce qui m'a fait tout à coup m'intéresser à ça, et je me suis dit, ça c'était un livre. Je sais pas pourquoi je revois quand il me racontait cette histoire, je me suis dit, ça, je veux raconter cette histoire. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais je pense parce qu'il y avait à l'intérieur de ce personnage une sorte de cristal, si vous voulez, particulièrement pur, qui était la juxtaposition de l'héroïsme et du rejet de la guerre. C'est-à-dire un personnage qui, à la fois, a joué le jeu entièrement et au péril de sa vie, et en même temps qui refuse la guerre. Donc il y avait voilà. Et au lieu d'avoir ça sous 2 formes, avec 2 personnages différents, il y a les 2 dans le même. Et évidemment, les personnages romanesques, c'est ceux-là qui sont forts, c'est ceux qui font des contradictions, voisiner, voilà, dans la même personne, 2 tensions comme ça aussi fortes, voilà. Et puis il y avait le chien. Et bon, moi j'aime bien les chiens.
c'est pas très original, mais bon, je n'en ai pas pour l'instant, mais j'en ai eu un. Mais j'aimais bien l'idée de parler de la guerre à travers les animaux. C'est-à-dire, en ce moment, on redécouvre un peu ça. Vous avez vu le film de Spielberg, Cheval de guerre, par exemple, sur la guerre de 14. Enfin, il y a une thèse aussi qui vient d'être consacrée aux animaux dans la guerre. C'est assez intéressant. Ça n'est pas pour parler des animaux par opposition aux hommes. C'est pas ça. C'est parce que, paradoxalement, le fait de parler des animaux, c'est un regard qui humanise les choses. Parce que ces animaux, ils étaient au fond, ils étaient là par amour, ils étaient là par fidélité, ils étaient là parce qu'ils suivaient leur maître. Bon. Il y en avait des dizaines de milliers dans les tranchées, partout. Quand vous regardez après les photos de la guerre de 14, vous verrez toujours, il y a des chiens partout qui se baladent, etc. Bon, ce sont des... Voilà. Alors, il y en avait qui étaient carrément utilisés par l'armée, qui ont même été décorés après la guerre. Enfin, sur la photo qui est sur le livre, c'est un vrai chien. Enfin, c'est un vrai chien, oui, c'est un vrai chien. C'est une vraie photo. C'est une vraie photo. C'est aussi, oui, mais c'est une vraie médaille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un montage. Il a été décoré de la Légion d'honneur. Il s'appelait Jaco, ce chien, et il appartenait à un bataillon d'infanterie coloniale. Et il a été décoré en août 1918 de la Croix de guerre. Bon. On a décoré des pigeons parce qu'ils avaient transmis des messages. Enfin, voilà. Il y a eu des chiens et des animaux qui ont été, évidemment, les chevaux en premier, bien sûr, mais qui ont été utilisés dans la guerre. Mais il y en a beaucoup aussi qui étaient là simplement au fond, je dirais pas par hasard, mais parce qu'ils avaient accompagné leur maître. Et je trouvais très, très intéressant, voilà, d'avoir, au fond, comme héros, parce qu'au fond, c'est le héros central du livre, même si, évidemment, c'est pas un chien à la Walt Disney, il parle pas, c'est pas un chien mais c'est un chien qui, au fond, concentre en lui toutes les contradictions dont je voulais parler, c'est-à-dire à la fois la loyauté, la fidélité, et en même temps, il n'est pas humain. Il n'est pas humain, c'est-à-dire qu'il y a des limites à tout ça. Et l'humanité, c'est autre chose. Il y a des choses qu'on partage avec les bêtes, mais il y a des choses qui sont humaines et qui peut-être il faut trouver ailleurs. Parfois savoir s'éloigner parfois de l'héroïsme, s'éloigner de la loyauté, de la fidélité pour aller vers quelque chose de différent qui serait la fraternité, qui serait aussi la manière de regarder l'ennemi comme un humain, ce que le chien ne peut pas faire. Voilà. La bestialité, vous l'évoquez parfaitement à travers justement l'histoire de ce chien dans le livre, mais vous ne la montrez pas. L'histoire se passe en 1919, c'est-à-dire après la guerre, et finalement la guerre et la bestialité de la guerre, vous ne la montrez pas dans votre livre. Ben non, parce que moi je trouve que c'est un peu indécent aujourd'hui pour un écrivain contemporain de vouloir décrire la guerre de 14 de l'intérieur. Je pense que ça a été fait admirablement par des gens qui avaient vécu la guerre, que ce que Giono, ce que Éric Maria Remarque, ce que Dorgelès ou Sandrard sont écrits sur la guerre de 14, ou Barbus, tout ça c'est là, et ce sont des textes qui rendent compte de quelque chose qu'on ne peut pas vraiment imaginer, parce que les carnets aussi, les carnets de Junger, il y a énormément de choses, de témoignages, et je trouve que vouloir se mettre à la place de ces témoins véritables, qui en plus ont écrit, c'est difficile. On peut écrire à la place de Jacques Coeur parce qu'il n'a rien écrit, mais écrire à la place des combattants de 14 alors qu'ils ont laissé des textes, je trouve que ça n'est pas véritablement honnête. En revanche, on peut écrire sur l'après-guerre, on peut écrire sur la sortie de guerre. Et c'est ce qu'a fait Pierre Lemaître dans son livre « Au revoir là-haut ». Et je pense s'il l'a fait, c'est parce que il y avait, et si je l'ai fait aussi, c'est parce que l'après-guerre, c'est notre monde. C'est-à-dire que la fin de la guerre de 14, c'est l'accouchement de notre monde. On dit que le XXe siècle commence en 1918, et c'est vrai. C'est-à-dire que
les rapports sociaux, les rapports entre les classes sociales, les rapports entre les hommes et les femmes, les rapports entre les colonisés et les colonisateurs, tout a changé pendant cette guerre. Oui, alors justement, il y a dans l'histoire aussi un troisième personnage important. C'est Valentine, une femme qui est une sorte d'initiatrice, qui joue un rôle très important et qui illustre aussi l'évolution de la place des femmes dans la société à partir de 1918. Et c'est un personnage important, central du livre, qu'on voit moins que les deux autres, mais qui est très important. Oui, en fait, tout ce que ce paysan, tout ce que ce prisonnier a fait et qui l'a conduit en prison, c'est pour elle en réalité. C'est parce qu'il n'a pas osé lui parler. C'est parce qu'il n'a pas osé lui poser la question qui lui brûlait les lèvres et qui, effectivement, au retour, était la question de la fidélité, justement. Savoir, voilà, qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais pas là. Et cette femme est le pivot, en fait, de l'histoire, puisque tout tourne autour d'elle. Simplement, tout tourne autour d'elle avec un non-dit, parce que si ils avaient pu se parler, il n'y aurait pas eu d'histoire, tout simplement, parce qu'elle lui aurait dit tout simplement ce qui s'était passé. Donc, elle est là, et le juge va essayer de comprendre qui elle est et quel est leur rapport. Et ça aussi, je trouvais ça intéressant de voir comment, au fond, la guerre avait pu transformer les relations entre les classes sociales aussi, parce que ce juge, comme vous l'avez dit, il appartient à un milieu beaucoup plus favorisé, de petite aristocratie, de bourgeoisie, mais après avoir, merci beaucoup, après avoir fait 4 ans de guerre avec les soldats, dans la proximité de la mort, dans la proximité du danger, évidemment, il peut les comprendre. C'est-à-dire que il n'y a pas seulement un officier et un soldat. Il y a par moments des gens qui se sont beaucoup rapprochés. Et donc, il va essayer de comprendre. Puis ça l'intéresse de comprendre pourquoi ce soldat, lui aussi, il se pose la même question que moi, pourquoi ce soldat a été un héros et puis en même temps s'est comporté ensuite comme ça. Alors, ça, c'est l'aspect humaniste de votre livre. Est-ce que vous considérez que c'est aussi un livre politique, puisqu'il y a une sorte d'initiation de notre personnage? Oui, mais enfin, vous savez, moi j'ai commencé avec pour revenir un petit peu sur le tout début de ma carrière, en fait, j'ai commencé en écrivant des livres directement, enfin politiques, en tout cas des essais qui procédaient de mon expérience. Parce que comme j'étais médecin, j'avais envie d'écrire, mais j'étais médecin, je me sentais pas légitime pour écrire. Je me disais, bon, voilà, quand les autres ont lu La recherche du temps perdu, moi j'apprenais les collatérales de l'artère, machin chose, etc. Bon, j'étais pas. Et même aujourd'hui encore, si vous voulez, quand je suis à côté de quelqu'un, je dîne à côté de quelqu'un qui me dit, vous avez lu ça, tout voir. Je dis, oh, maintenant, j'ai pas lu, mais je me sens un peu, voilà, bon, j'ai le complexe. Ça nous rassure. Du technicien. Oui, ben mais il y en a beaucoup qui sont comme ça, mais qui ne le disent pas. Moi, je le dis parce que je l'ai ressenti comme tel. Et quand j'ai voulu commencer à écrire, je me suis dit, je vais m'accrocher à mon expérience. Donc j'ai écrit des choses directement tirées de l'expérience. Et mes premiers livres, c'était des livres sur l'humanitaire, sur ce que j'avais vu. Et au fond, je n'ai pas aimé cette forme d'expression. Et oui, par ce détour, je reviens à votre question, parce que au fond, l'expression d'un livre politique ou d'un livre, disons, dans lequel il y a un message politique au sens large, c'est-à-dire dans lequel vous dites, voilà, les choses sont comme ci ou sont comme ça, c'est un peu caricatural. Et je me souviens, quand j'écrivais des essais, à l'époque, je faisais des cours aussi à Sciences Po. Après, j'avais un séminaire là-bas à Sciences Po. Et alors, mes étudiants, vous savez comme ils sont, les étudiants, ils veulent vous faire plaisir. Alors, ils font des fiches de lecture. Alors, ils prenaient mes bouquins, les essais, et puis ils faisaient 2 parties, 2 sous-parties, machin. Et moi, je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? C'est le squelette, ça. C'est le squelette. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la chair. C'est pas les idées. Et si je suis venu au roman, c'est parce que je me disais que finalement, pour partager les émotions, pour partager les portraits, les couleurs, les paysages, les situations que j'avais pu vivre,
il n'y avait que le roman, avec son ambiguïté, avec sa complexité, avec le mélange qui peut se faire dans un personnage entre l'extraordinairement bon et le très très mauvais, avec tout ça qui se mélange, ça, c'est plus riche. C'est pour ça que quand j'écris un livre comme celui-là, je ne me dis pas, je vais faire un livre pacifiste ou je vais faire un livre humaniste, ou je ne sais pas. J'écris une histoire. Voilà. J'écris une histoire avec des personnages et finalement, je n'en demande pas plus en ce qui me concerne. Je l'écris très vite, en général, et je l'écris comme si je la vivais. En plus, c'est un livre court qui est fait pour, au fond, qui est une sorte de pièce de théâtre, en réalité. Je voulais écrire une pièce de théâtre. Puis moi, je ne sais pas faire ça, donc j'ai écrit un roman à la place. Mais bon, mais ça a un peu la durée d'une pièce de théâtre. Un huis clos avec quelques personnages. Et au fond, ce qui en sort, pour moi, n'est pas forcément ce qui en sortira pour vous. Et c'est ça la richesse du roman. C'est pour ça que je refuse un peu de me prononcer sur une question aussi directe en disant c'est un livre pacifiste. Parce que je pense que chacun d'entre vous peut en tirer les conclusions qu'il souhaite. Mais évidemment, c'est un livre qui ne fait pas l'apologie de la guerre, ça c'est bien clair. Mais ça n'est pas non plus, quand je parle de l'héroïsme en disant qu'il faut savoir le dépasser, ce n'est pas un livre contre l'héroïsme, ça n'a pas de sens. Je suis le premier à penser qu'il faut se battre pour ce que l'on croit, ce à quoi on croit, pour ces... Oui, c'est pas un livre antimilitariste non plus. Non, pas du tout. Il faut être capable de défendre, en effet, ses idées, etc. Simplement, parfois, il faut être aussi capable d'aller au-delà de ce sentiment de pure animalité qui consiste à se battre. Se battre, c'est bien, c'est parfois nécessaire. Mais arriver, encore une fois, à comprendre aussi ce qu'il peut y avoir d'humain dans l'autre, en face, c'est quand même mieux. La guerre de 14, le drame de la guerre de 14, pour moi, c'est le fait qu'on a voulu désigner des vainqueurs et des vaincus, alors qu'il n'y a eu que des vaincus dans cette guerre. Bon, alors, il se trouve qu'à quelques mois près, c'est la France qui a gagné. Bon, très bien. Mais au nom de cette victoire, s'est déchaînée une sorte de revanche, etc., qui a entraîné une autre guerre, dans laquelle on était de nouveau dans cette logique d'héroïsme, mais aussi de destruction, etc. Et finalement, on est sorti de ça, pour l'instant, mais on est sorti de ça que le jour où on était capable de faire l'Europe, c'est-à-dire de voir cet ennemi ancestral comme un allié, comme un frère, comme quelqu'un avec lequel on peut bâtir quelque chose. Donc par ce côté-là, bien sûr, il y a une dimension politique dans ce que je voulais. Je vous propose qu'on sorte un petit peu du collier rouge et qu'on invite nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos spectateurs pardon, de ce soir à lire ce livre. Moi, je voudrais venir un peu sur le terrain politique parce qu'on a un peu de mal à vous suivre, si vous permettez, puisque vous avez été collaborateur de cabinets ministériels, Malhuret, Léotard, vous avez été ambassadeur nommé par Nicolas Sarkozy, on le sait, avec Bernard Kouchner comme ministre de tutelle. Vous avez, je crois, vous allez me le confirmer, collaboré aussi pendant la campagne des primaires avec Martine Aubry sur un certain nombre de sujets. Vous êtes quoi? Vous êtes un homme libre ou vous êtes un indécis? Un imbécile, vous avez dit? Ah non. J'ai bien pris soin d'articuler. Hein. Tout le monde a bien entendu. Non, en fait, moi, je n'ai jamais, à la différence de beaucoup de mes amis et confrères dans l'humanitaire, je n'ai jamais voulu faire une carrière d'élu. Grand respect pour ça. On m'a proposé ça plusieurs fois. J'ai eu cette opportunité. Je ne l'ai jamais fait. Je ne suis pas devenu un homme politique. Voilà. Donc, j'ai des compétences dans certains domaines, notamment tout ce qui concerne effectivement les questions de développement, les questions africaines, etc., qui fait qu'on peut me consulter là-dessus, voire me proposer des choses par rapport à ça. Donc, c'est à ce titre que je me suis retrouvé, en effet, au Sénégal. Le très court épisode avec Martine Aubry, c'est lié au fait que je l'ai connu là-bas en Afrique et que pendant sa première campagne des primaires, on m'a demandé de me consulter sur des questions africaines. Bon, je n'entre pas trop dans le détail, mais ça a été traduit par il fait partie de son équipe de campagne. Non, c'était pas ça. Simplement, voilà, on a beaucoup parlé, et j'ai été consulté à plusieurs reprises sur les questions africaines. Bon, après, on m'a mis là-dessus.
Mais très sincèrement, non, je n'étais pas plus un militant d'un côté que d'un autre. Et j'essaie de garder des distances par rapport à ces catégories. Pourquoi j'ai commencé avec Claude Malurès? Parce qu'il était président de Médecins sans frontières. Et puis il a été nommé secrétaire d'État aux droits de l'homme par Jacques Chirac à une époque. Et il était très malheureux parce qu'il n'avait aucun moyen pour travailler. Il n'avait pas de service, il n'avait pas d'argent, il n'avait rien du tout. Et il l'avait mis dans un petit secrétariat d'État là, qui était près dans Matignon. Et il m'a dit, écoute, viens, parce que c'était pas possible, je m'ennuie trop. Alors, je l'ai rejoint. Et alors, c'était très intéressant parce qu'on avait, dans la cour, il y avait un cerisier du Japon, vous voyez, qui fleurit rose avec des gros pompons comme ça. Et j'ai des souvenirs d'heures entières qu'on passait assis à regarder ce cerisier et à se dire qu'est-ce qu'on pourrait bien faire. Et donc c'est ce que vous avez retiré comme expérience du pouvoir. Ça a été ma première expérience du pouvoir qui n'a pas été très concluante parce que, à vrai dire... Alors après, quand je suis sorti de là, de ce premier cabinet, on m'a dit, voilà, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Et puis moi, j'avais une expérience des ONG, déjà relativement importante. Et au fond, je trouvais que c'était intéressant d'avoir une expérience de la coopération du côté public. Et j'ai saisi cette occasion pour dire, moi, je prendrais bien un poste je sais pas, d'attaché de coopération. Enfin, alors, on m'a nommé attaché de coopération au Kenya. Malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, l'ambassadeur n'en a pas voulu parce l'ambassadeur est venu à Paris pour dire qu'il ne voulait pas d'un médecin. Surtout, moi j'avais quand même fait mon clinica en psychiatrie, il ne voulait pas d'un psychiatre. Quand je l'ai rencontré, j'ai compris d'ailleurs pourquoi. Et donc finalement, ça ne s'est pas fait. Alors on m'a dit, tu choisis ce qui reste. Alors évidemment, tout le monde avait choisi son poste, il restait 3 postes. Il restait le Soudan, où j'étais allé souvent déjà. J'ai pas tellement envie de retourner. Il restait la Papouasie-Nouvelle-Guinée, pas Port Moresby. Alors j'ai dit qu'est-ce qu'il faut faire. Alors on m'a dit faut apprendre un peu le papou. J'ai dit bon, très bien. Et puis n'oubliez pas aussi peut-être un sport de combat parce que c'était au moment des essais de Mururoa et les papous le samedi. Ils étaient un peu énervés contre les Français, ils les attrapaient, ils les rossaient. Alors je lui ai dit, écoutez, je vais réfléchir. Et finalement, je suis allé dans le 3e poste qui m'était proposé, c'est-à-dire je me suis retrouvé au Brésil. Voilà. Et je me suis retrouvé au Brésil et j'ai pris la suite dans un tout petit poste, puisqu'il y avait plusieurs postes. Moi, j'étais à Recife. Et à Recife, j'ai pris la suite d'un garçon très brillant qui était un normalien, philosophe, qui n'avait jamais passé l'agrégation parce que les épreuves étaient un peu trop tôt le matin. Et c'était un garçon qui fumait beaucoup, vous voyez, mais enfin un peu de tout, vous voyez. Au Brésil. Voilà. Et alors le Quai d'Orsay l'avait nommé à Katmandou, vous voyez, ce qui était très bien. Donc il est parti pour Katmandou et il m'a laissé évidemment un poste dans un état absolument effrayant, c'est-à-dire qu'il y avait plus rien, quoi. Et j'ai passé là j'ai passé 1 an et demi, merveilleux. J'ai appris le portugais, j'ai essayé de comprendre un peu ce qui se passait. J'avais aucun moyen pour agir. Et voilà, ça a été. Et ça a donné un livre, puisque pratiquement à chacune de vos expériences de vie, vous en faites un bouquin. Exactement. Je reviens un petit peu sur l'expérience à l'ambassade du Sénégal, puisqu'à votre retour, je crois au bout de 3 ans d'exercice, vous avez eu un peu la dent dure avec le pouvoir, Nicolas Sarkozy, Bernard Kouchner en l'occurrence, qui étaient vos tutelles. Pour quelles raisons et surtout avec un peu de recul maintenant, qu'est-ce que vous pourriez en dire? Non, c'est pas tellement avec eux, c'est surtout avec les entourages. C'est-à-dire que, si vous voulez, les choses étaient claires. Moi, j'avais été comme pressenti pour prendre ce poste avec une sorte de contrat moral qui était, comme ça avait été annoncé, que nous allions changer nos relations avec l'Afrique et que la France-Afrique, c'était fini, rappelez-vous. Et puis qu'on cherchait justement des hommes nouveaux qui n'avaient pas un passé dans la France-Afrique, mais qui connaissaient ce continent, pour essayer de créer des bases nouvelles de relations avec ce continent. Et moi, ça m'allait bien, je trouvais que c'était passionnant. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, et je me suis employé à faire, et je crois que d'ailleurs, y être parvenu, parce que, sincèrement, au Sénégal, j'ai gardé des amitiés extrêmement fortes, y compris avec le président actuel, qui
qui à l'époque était dans l'opposition et qui était très maltraité. Voilà. Et donc, simplement, à un moment donné, je me suis rendu compte que le contrat n'était pas tout à fait respecté, c'est-à-dire que la France-Afrique n'avait pas disparu, que les réseaux étaient toujours là, que les pressions étaient toujours là. Et c'est très très difficile pour un ambassadeur de résister à ces pressions, parce que, notamment dans une période comme celle que j'ai vécue là-bas, c'est-à-dire celle qui préparait l'élection présidentielle. Le président Ouad, donc, qui n'avait à l'époque que 86 ans, considérait qu'il pouvait encore se représenter. Et il avait dans la tête, évidemment, que son fils lui succède. Bon. Moi, je considérais que le Sénégal est un pays qui a une expérience démocratique très ancienne et que le peuple sénégalais est tout à fait capable. C'est pas vrai partout en Afrique. Hein. Il y a des peuples qui sont moins habitués à ces procédures démocratiques, qui même peut-être ne les ont jamais pratiquées, mais le Sénégal, c'est pas le cas. Savent très très bien comment ça se passe. Donc c'est ça, vous qu'il fallait pas découvrez une situation qui finalement vous fait céder un peu au découragement ou à la désillusion. Non, je voulais pas qu'on s'en mêle. C'est-à-dire j'ai dit voilà, laissons faire les choses. Nous n'avons pas d'ennemis dans ce pays. On n'a pas d'ennemis au Sénégal. Hein. Qui que ce soit qui sorte du chapeau, ce seront nos amis. Et évidemment, c'était un peu compliqué. Donc j'étais resté 3 années. Et quand je suis parti, j'ai dit un petit peu ce que je pensais par rapport à cette histoire de renouveau de la France-Afrique. Et en fait, j'ai pris un peu pour cible, si vous voulez, mais pas pour cible pour en découdre comme ça, mais simplement parce que c'était quelque chose qui me posait problème, les entourages. Hein, les entourages. Je n'étais pas tellement contre des personnalités politiques, mais c'était des entourages. Et malheureusement, la suite m'a un peu donné raison, parce que les entourages en question en ce moment ont tous un petit peu sont en train de révéler avec des affaires judiciaires, un petit peu leur démêler. Ce qui ne se fait pas dans ces milieux-là, parce que généralement on espère faire carrière, alors que vous... Mais moi je ne suis pas dans ces milieux-là, si vous voulez. Quand vous venez de l'extérieur et que vous prenez une responsabilité comme celle-là, vous avez 2 devoirs. Le premier, c'est de bien faire votre travail, ce que j'estime avoir fait pendant 3 ans, ce qui est la durée normale d'un séjour. Il faut le faire comme il faut. Je ne suis pas allé là pour me mettre face à la mer puis écrire mes mémoires. Donc j'ai vraiment travaillé beaucoup avec mes collaborateurs. C'était très passionnant. Et en même temps, je pense que si vous venez de l'extérieur, c'est justement parce que vous avez une liberté dont vous devez faire usage et vous ne pouvez pas vous comporter comme quelqu'un de la carrière qui doit avaler toutes les couleurs et attendre que les choses se passent. Vous devez parler. Donc voilà. vous avez tenu à en faire usage de cette liberté. Avec un peu de recul, quel regard vous portez sur l'Afrique actuellement, par exemple en Mauritanie, enfin, l'évolution de ce continent-là vous paraît plutôt aller dans le bon sens ou vous préoccupe, vous inquiète ? C'est difficile de parler du continent parce que c'est un continent extrêmement divers. C'est comme si on vous demandait ce que vous pensez de l'Europe. Bon, je veux dire, il y a quand même des contrastes énormes. Alors, pour se limiter, si vous voulez, à des grandes zones et à l'Afrique noire, à l'Afrique subsaharienne, hein, je pense que ce qui est intéressant de noter, c'est que, au fond, pendant toute la guerre froide, notre Afrique, entre guillemets, l'ancienne Afrique coloniale, notamment française, est restée très stable parce qu'il y avait dessus une sorte de pacte qui avait été scellé avec les chefs d'État de l'après-décolonisation, les Houphouët-Boigny, Senghor, etc., qui les liaient à la France, donc ça ne bougeait pas, il n'y avait pas de turbulence. Et puis, l'Afrique qui allait mal, c'était l'Afrique de l'Est, c'était l'Afrique australe, l'Afrique de l'apartheid. Bon. Depuis le début des années 90, disons, les choses se sont inversées. C'est-à-dire que les Afriques de l'Est et du Sud s'en sortent plutôt beaucoup mieux. Pas partout, bien entendu, mais un pays comme l'Éthiopie va beaucoup mieux. Alors, pas la Somalie, bien entendu, et l'Afrique du Sud est sortie de l'apartheid. Donc, il y a des pays qui sont aujourd'hui des pays pas forcément démocratiques d'ailleurs, mais qui sont des vraies puissances avec des gens qui sont là et qui ont un vrai esprit en termes de développement, etc. Et puis notre Afrique, entre guillemets, toujours francophone notamment, elle a connu beaucoup de tourments à partir de 1990. Elle a connu des guerres civiles.
notamment évidemment en Côte d'Ivoire. Elle a connu des coups d'État, elle a connu des successions difficiles, elle a connu des crises graves. Donc, bon, on en sort en ce moment, on en sort. Côte d'Ivoire, ça s'est un peu rétabli. La Guinée, finalement, bon, Alpha Condé fait assez bien le job. Le Sénégal a réussi à faire sa transition démocratique, ça s'est bien passé. La Mauritanie est revenue en arrière de son coup d'État. Et au Mali, je pense que l'opération française a contribué à éloigner la menace islamiste. Donc ça va mieux. Ça va mieux, mais avec des dégâts qui ont été quand même très importants. Voilà. Et au fond, la zone la plus en crise maintenant, c'est vraiment malheureusement celle dans laquelle on vient de s'engager militairement, c'est-à-dire celle de la Centrafrique. C'est cette zone tampon entre monde musulman et monde animiste et chrétien, disons, de l'Afrique centrale, où là, effectivement, les choses sont beaucoup plus en décalage. Donc je crois qu'il faut avoir de ce continent une vision, non pas... Moi, je pense qu'il n'y a pas de pessimisme ou d'optimisme à avoir. Je trouve ça ridicule, l'afro-optimisme, l'afro-pessimisme, ça n'a pas de sens. L'Afrique a des histoires qui ne sont pas les mêmes partout, avec des crises, mais qui ne sont pas toujours au même endroit. On ne peut pas se représenter ce continent comme tout le temps en guerre, ça n'a pas de sens. Bon, il y a des guerres, mais pas toujours au même endroit. Il y a des avancées spectaculaires, il y a des pays qui sont impressionnants. Je veux dire, d'aller en Guinée équatoriale aujourd'hui, même en Éthiopie d'ailleurs, où vous voyez les choses qui bougent extrêmement vite. Et puis vous avez des régressions et des crises. Voilà. Donc, bon, alors vous, ces pays, vous les avez vus, hein, vous êtes un globe-trotteur, on l'a compris de proche en proche en vous écoutant. Vous avez été en Tunisie, au Brésil, au Sénégal, au Nicaragua, en Afghanistan, en Érythrée, où vous avez rencontré votre épouse d'ailleurs, je crois, aux Philippines, au Rwanda. Donc un vrai globe-trotteur. Pour quel pays avez-vous le plus de tendresse ? Non, je ne suis pas un globe-trotteur du tout. Moi, j'ai choisi une forme d'engagement. Je ne sais même pas si je l'ai choisi d'ailleurs. Hein. J'ai choisi la médecine, encore une fois. Et je l'ai choisi de la pratiquer un peu par le hasard des choses dans un secteur qui était celui de l'humanitaire. Donc, j'ai été amené à voyager. Mais je n'ai pas voyagé par goût. Je n'aime pas les voyages, même pour tout vous dire. Quand je pars en voyage, quand je pars en vacances, vraiment mon rêve, c'est vraiment l'Auvergne, vous voyez. Et je ne suis pas du tout orienté vers ça. Simplement, ça faisait partie de la forme du cahier des charges. De la forme d'engagement que j'avais choisie. Et j'aime ça, ça m'intéresse, mais ça m'intéresse pour y faire quelque chose. Et tous ces voyages vous avez mentionné, c'était toujours dans le cadre de missions, dans le cadre d'actions. Mais je déteste, si vous voulez, me promener comme ça pour regarder, etc. Ça ne m'intéresse pas. Enfin, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais ça n'est pas mon goût. Voilà. Donc, et puis en plus, je me suis quand même si je suis allé dans ces différents théâtres que vous avez mentionnés, je me suis quand même beaucoup spécialisé sur l'Afrique. C'est vrai que je connais mieux l'Afrique que la plupart des autres continents. Bon, c'est certainement le continent que je trouve passionnant, très difficile à cerner, très difficile à comprendre, à prévoir aussi. Voilà. Donc il n'y a pas de déception ou pas de déception. Il y a des points d'intérêt et puis des points que je connais mal. Alors, si vous n'êtes pas globe-trotteur, vous êtes en revanche à coup sûr un marcheur, puisque à l'issue de cette expérience au Sénégal, vous avez fait le choix d'entrer en pèlerinage et vous avez fait la route de Compostelle, et forcément vous en avez tiré un livre, Immortelle Randonnée. Et vous pouvez nous parler un peu de cette expérience ? Non, mais pas forcément. Je ne voulais pas écrire sur ce pèlerinage. Moi, j'ai fait ce pèlerinage parce que je voulais faire une grande marche pour écrire le Grand Cœur, justement, parce que j'avais énormément lu, réfléchi à cette histoire sur Jacques Coeur, et puis avant d'écrire, moi je fais toujours une coupure, parce que j'aime pas directement écrire à partir des notes. Si vous avez vos notes dans la tête, si vous avez vos lectures dans la tête trop près, trop proches, ça se sent. Et c'est ce que je reproche souvent aux romans qui se déroulent dans l'histoire ou autre, c'est que souvent le héros passe dans un champ de coton. Alors on a 3 pages sur la culture du coton. Tu vois, bon, ça va. L'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est l'action, c'est la partie romanesque et tout ça. Donc il faut prendre des distances par rapport à ces notes, par rapport à ces connaissances. Et pour ça, la marche, c'est magnifique parce qu'on peut s'abstraire de tout. Bon,
je savais pas très bien quoi faire. Moi, je vis une grande partie du temps maintenant dans les Alpes. Donc, j'avais plutôt envie d'aller dans les Pyrénées pour qu'on me connaisse un peu cette zone. Donc, vous êtes parti seul? Alors, je suis parti d'Andaille et mon idée, c'était de traverser les Pyrénées, de faire la haute route pyrénéenne. Bon. Et puis bon, il y a des bonnes et des mauvaises raisons qui font que je me suis retrouvé finalement sur le chemin de Compostelle. C'est pas un hasard d'ailleurs. Je pense que dès lors qu'on touche à ce chemin, on finit par y aller. Parce qu'il a un tel poids d'histoire, de tradition, de fascination, qu'entre cette randonnée-là et une autre, il n'y a pas du tout de comparaison. Et on finit par s'y retrouver. Donc finalement, bon, je me suis retrouvé sur ce chemin. Et au fond, on me demande toujours pourquoi j'ai fait ça. Alors j'anticipe parce que vous allez sûrement me dire, je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai pas une raison particulière, si vous voulez. Je n'y avais pas pensé avant. Et mon idée n'était pas très, très claire. Et elle est devenue encore moins claire au terme du voyage. Parce que finalement, quand on marche, on ne se pose plus la question. Et les pèlerins ne se posent pas la question entre eux. Moi, j'ai jamais vu un pèlerin qui disait à un autre « Pourquoi tu es parti ?» Il dit que la question qu'on pose d'un pèlerin à un autre, c'est « D'où es-tu parti ?» Ça, c'est la seule question, parce qu'elle établit une hiérarchie subtile mais réelle entre les pèlerins. Il y a celui qui est parti et qui a fait 20 km. Celui qui est parti du Mont-Saint-Michel. Celui qui est parti du Mont-Saint-Michel, alors là, chapeau bas, etc. Bon. Puis il y a le tricheur qui lui dit je suis parti de Moscou, mais enfin, il a fait ça en 20 ans. Bon. Alors, mais on les repère assez vite, parce que ceux qui vous disent je suis parti de Tours, puis qui est nickel, tout propre, etc., c'est qu'en général, en réalité, il est parti la veille. Mais il a fait ça en plusieurs étapes, vous voyez. Parce que, enfin bon, moi je ne parle plus d'hygiène sur les pèlerins parce que j'ai reçu des cartes postales, des correspondances en me disant non, on peut rester propre en faisant le chemin. Bon, moi j'étais dégoûtant, ça c'est clair. J'ai très très mal. Je vous ai entendu dire que vous aviez fini clodo. Oui, mais j'ai même commencé comme ça parce qu'au bout de 2 jours, 3 jours, j'étais clochardisé. Et en fait. C'est bien parce que, vous savez, je rentrais de ces 3 années et il fallait se désintoxiquer. Parce que moi, j'en étais pas à faire venir les cireurs de chaussures dans mon bureau. Mais voilà. Non, mais on aurait pu. Mais non, j'ai jamais abusé de ça. Et j'ai toujours été, j'espère, je pense, vraiment, mes collaborateurs pourraient le dire, mais c'est vrai, j'ai toujours essayé de prendre beaucoup de distance par rapport à toutes ces questions de décorum, d'apparat, etc. Mais enfin, elles sont là. C'est-à-dire que vous avez, de toute façon, quoi que vous le vouliez, des chauffeurs, des cuisiniers, etc. Bon, monsieur l'ambassadeur par-ci, vous ne pouvez pas faire 100 mètres. Bon, moi, j'ai essayé de garder un peu ma liberté, mais c'était impossible. Hein. Un jour, mon fils m'a offert des palmes, comme ça, il était venu me voir, puis j'ai demandé des palmes de mer, c'est des grandes palmes, pour pouvoir... Et c'est pas facile à mettre ces trucs-là. Alors je suis allé me cacher, j'ai pris ma voiture personnelle, je suis allé dans un coin, il n'y avait personne. J'ai mis mes palmes et puis j'étais complètement ridicule parce que c'était des grandes palmes, j'arrivais pas à me mettre à l'eau, il y avait des rochers, je me suis griffé, enfin c'était vraiment affreux. Pataugé avec mes palmes, je les ai enlevées, je suis rentré. Bon, mais je me suis dit au moins, bon, j'ai fait ça discrètement. Le lendemain matin, j'arrive au bureau, je descends de la voiture, le gendarme fait « Bonjour monsieur l'ambassadeur ». Alors dites donc, les palmes hier. Bon, c'est-à-dire qu'il y avait un gendarme, quelque part, je ne sais pas où, mais il était planqué derrière un cactus, il m'a vu. Bref. Ou sous l'eau peut-être. Ou sous l'eau. Donc, quoi que vous fassiez, de toute façon, vous avez... voilà. Donc, quand tout ça s'arrête, ou vous êtes très malheureux, voilà, c'est-à-dire vous vous dites, mon Dieu, où est le chauffeur, où est le cuisinier, etc. Soit vous vous dites, eh bien, le dépouillement, je vais en faire... un plaisir, je vais en faire quelque chose qui est positif. Et pour ça, la marche et le pèlerinage notamment, c'est magnifique, parce que le dépouillement fait vraiment partie de l'exercice. C'est-à-dire qu'il faut se dépouiller, et le dépouillement est une valeur. Ce n'est pas seulement un poids, c'est même le contraire. C'est quelque chose qui vous allège, qui vous recentre sur vous-même, et c'est une merveilleuse manière, si vous voulez,
au fond, de reprendre pied dans une vie qui est une vie réelle, dans laquelle vous n'êtes rien d'autre que vous-même, et dans laquelle personne ne vous dit qui es-tu, etc. Mais dans lequel on est ici dans un endroit où la question du dépouillement prend tout son sens. On peut mieux l'interpréter. Il y a une partie de votre vie dont je ne vous ai pas fait parler, c'est celle d'académicien. Donc vous l'êtes depuis 2008. Alors tout simplement, ça sert à quoi un académicien aujourd'hui ? Vous faites partie des plus jeunes, je crois. Oui, je suis le plus jeune pour le moment. Mais ça ne durera pas, rassurez-vous. Donc, c'est le principe. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, d'ailleurs. Oui. Une bonne nouvelle. Non, mais l'Académie, c'est une institution que j'aime personnellement beaucoup. Parce que... Alors, ça aussi, c'est quelque chose que je n'ai pas programmé. Sincèrement, les choses se sont faites d'une façon assez simple pour moi, parce qu'on m'a proposé d'être à l'Académie Goncourt, en fait, d'abord, parce que j'avais eu le prix Goncourt. Et puis finalement, j'ai bien réfléchi et j'ai dit, c'était Edmond de Charleroux à l'époque qui était président. Je crois que Bernard Pivot est venu ici, il n'était pas encore, ou il venait juste d'arriver au jury. Mais quand ils m'ont proposé d'en faire partie, j'ai d'abord été enthousiasmé, mais à ce moment-là, j'étais ambassadeur. Et puis je leur ai dit, j'ai réfléchi, je me suis dit, non, mais être obligé de lire des 400 bouquins tous les étés, etc., c'est pas vraiment mon truc, je ne voyais pas ça. Et à ce moment-là, on m'a répondu, c'est François Chandernagor qui m'a dit, bah oui, bah toi, on comprend, tu es ambassadeur, ce que tu veux, c'est l'Académie française, la garde républicaine, tout ça, bien sûr. Bah non, non. Et puis, Hélène Caradan-Cos avait cité mon nom parmi les personnes qu'elle voyait venir, etc., et je lui ai demandé rendez-vous. Je raconte l'anecdote parce qu'elle est quand même significative de mon état d'esprit et de la façon dont je prépare ce genre de choses. Et je suis venu en France pour toute autre chose, c'était au mois de février, je lui ai demandé rendez-vous. Bon, et je suis allé la voir dans l'appartement du secrétaire perpétuel qui est Contim. Alors on était comme ça, dans des fauteuils comme ça, sauf que les fauteuils de l'Académie, c'est comme tous les bâtiments publics, c'est des fauteuils Louis XVI. Alors pourquoi la République, ça prend toujours des... Bon, bref. C'est jamais très confortable. Il faisait froid en France, très chaud au Sénégal. Moi, je suis grand, j'étais plié en 8 dans son petit fauteuil Louis XVI. Bref, 1h30 comme ça. Et pendant 1h30, Hélène Caradan-Cos me dit, vous savez, il nous faut qu'on renouvelle, il nous faut des gens jeunes, en bonne santé, machin. Moi, j'écoutais ça, je me disais, bon, formidable. Et au moment de me lever, un limbago terrible m'a pris, mais vraiment terrible, bloqué dans ma chaise. Et je suis ressorti en nage et à 4 pattes. Et je me suis dit, c'est foutu, ils veulent des gens jeunes et en bonne santé, ils te prendront jamais. Et puis finalement, vous voyez, ils m'ont pardonné quand même. Donc, j'ai été élu dans cette académie, ça a été pour moi bouleversant, très beau, et je l'ai découverte, là encore, sur le tas, si je puis dire, c'est-à-dire en y entrant. Et du coup, ça sert à quoi ? Alors, oui, j'y viens, parce que je n'avais pas non plus une idée très claire de tout ça. Bon, d'abord, je trouve que c'est une institution qui établit une sorte de continuité merveilleuse de la nation, et je dis volontairement nation et pas république, puisque c'est une institution qui date de bien avant, puisqu'elle date de 1634, donc de la monarchie, qui a traversé tous les âges, qui n'a pratiquement jamais été interrompue sauf pendant la Révolution, donc qui tisse une sorte de lien culturel à travers les âges, avec ce renouvellement qui se fait de façon plus ou moins brillante. Bon, il y a des académiciens magnifiques et qu'au début, quand on entre, on se dit, ben oui, mais moi, Mauriac, jamais je ne pourrais me comparer à eux. Et puis après, on se calme, on se dit voilà, ben, ils n'étaient pas tous géniaux. Il y a, vous connaissez c'est la phrase de Jules Renard qui disait, il y a le commun des immortels. Bon, ben voilà, il y a plus ou moins, voilà, peu importe, mais il y a cette continuité et ce renouvellement qui est merveilleux. Alors, ce renouvellement, il faut le travailler, c'est-à-dire qu'il ne dépend que de nous. Il ne dépend que de nous, et c'est très passionnant parce que cette institution doit refléter justement la nation. Et on en est loin. La féminisation est encore extrêmement faible. C'est quelque chose sur laquelle on travaille beaucoup, parce qu'il faut vraiment... ça, c'est la première, évidemment, des ouvertures est là. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'ouverture vers tous les espaces francophones.
Et de ce point de vue, moi, je suis sur le fauteuil d'Henri Troyat, qui a été le premier étranger de naissance à entrer dans l'Académie. Bon, ensuite, il y a eu Senghor, il y a eu Julien Green, il y a eu Bianchotti, il y a François Cheng et bien d'autres. Mais voilà, moi, j'ai reçu Amin Malouf, c'est moi qui ai fait le discours de réception d'Amin Malouf, qu'on a élu récemment. C'est très bien, il nous a apporté toute une audience auprès du monde francophone, du Moyen-Orient, etc. C'est très important, c'est très important. Donc il y a j'allais dire, ce lien symbolique. Mais il n'y a pas que ça. Je pense surtout qu'il y a... on a une action qui est très méconnue, qui est celle de nos prix. Nous remettons chaque année 75 prix de toutes sortes, dont certains sont très fortement dotés. Le prix Louis Day, qui va être remis au mois de mai sous la coupole, c'est un prix de 450 000 euros quand même, qui est donné à une institution pour des culturels, etc., pour des actions culturelles. Vous avez des prix de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour des créateurs, pour des... Bon. On ne coûte rien à l'État, parce que ce sont des dons. On ne coûte rien du tout. On achète nos costumes, nos épées, tout ce que vous voudrez. Bon, on nous prête la garde républicaine, oui, c'est vrai. Mais à part ça, on ne coûte rien à l'État. Et on a ce rôle très important en termes de rayonnement, en termes de... nos médailles, par exemple, pour la francophonie, sont des choses qui sont extrêmement importantes pour des créateurs francophones, des professeurs de français, des gens qui organisent des salons du livre, etc., à travers le monde. C'est très important. Voilà. Et donc, je crois beaucoup à l'efficacité de tout ça. Et puis, alors, vous allez me parler du dictionnaire. Évidemment, le dictionnaire est un problème parce qu'on arrive au terme de la 9e édition, on en est à la lettre U. Et inévitablement, va se poser la question de savoir quelle est la pertinence d'un dictionnaire papier qu'on met 30 ans à faire à une période où tout se fait en temps réel. Bon. Il y a plusieurs réponses d'ailleurs. Il y a des gens qui vous diront que ça n'a pas de sens, que tout se fait beaucoup plus vite, etc. Il y en a d'autres qui vous diront que justement notre plus-value, c'est le temps. Et que si nous avons quelque chose, c'est ça. C'est qu'on a vraiment, je dirais pas l'éternité, parce que malheureusement ça sera beaucoup plus court que ça, mais enfin on a beaucoup de temps devant nous. Et parfois, c'est important aussi d'avoir ce recul. On n'est pas obligé non plus. Mais est-ce qu'on fera une autre édition du dictionnaire et sous la même forme? Je ne sais pas. Et je pense que ça va se décider dans l'année qui vient, dans les 2 années qui viennent, quand on aura terminé. Compte tenu de ce tableau que vous nous dressez de l'Académie française, patrimonial, rituel, comment on peut, avec une certaine forme de noblesse aussi, comment on peut interpréter la polémique née à l'élection d'Alain Finkielkraut, qui est le dernier académicien à être entré sous la coupole? Écoutez, je pense qu'il y avait là un moment de vérité pour nous, parce que il fallait que nous acceptions, et non seulement que nous acceptions, mais que nous battions, en tout cas c'est ce que moi j'ai fait, pour faire triompher l'idée qu'une académie comme la nôtre doit être diverse. On n'est pas obligé d'être d'accord avec Alain Finkielkraut, par exemple, mais on doit reconnaître son talent, on doit reconnaître sa culture, on doit reconnaître une forme de génie. Voilà, c'est quelqu'un de remarquable, c'est quelqu'un qui existe dans le panorama des lettres aujourd'hui, et qui est lu et qui a une influence. Donc il doit être chez nous. Et à partir du moment où il est chez nous, quelqu'un d'autre, comme Michel Serres par exemple, qui n'est pas d'accord avec lui, c'est une notoriété publique, va en débattre. Mais il va en débattre dedans. Donc soit nous prenions l'option qui consistait à dire on n'est pas d'accord avec lui, on le met dehors, ou on le laisse dehors. Et ça, c'était catastrophique, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, on est l'otage de clans. Alors, il y aura une fois un clan comme d'un côté, l'autre fois un clan de l'autre, etc. Mais chacun veut s'emparer d'un. Soit on ouvre et on permet finalement de n'avoir comme seul critère d'entrée que la qualité de la personne qui se présente. Et ses opinions, encore une fois, peuvent être discutées. Et c'est ce qu'on a obtenu, et je pense que c'est très important. Et des gens comme Alain Decaux, par exemple, ou comme évidemment Jean d'Ormesson, qui s'est beaucoup battu dans ce sens, ont vraiment, je crois, je dirais pas sauvé, je ne vais pas utiliser de grands mots, mais en tout cas, on fait passer à l'Académie un cap, là, qui était très important. On aurait refusé l'entrée d'Alain Finkielkraut, je pense que cette institution aurait été en difficulté, vraiment.
Très bien, je crois qu'on arrive au terme de cet échange. Aujourd'hui, on déplore la disparition d'un grand écrivain, Gabriel García Márquez, et j'ai entendu ce matin qu'il disait qu'il écrivait pour que ses amis l'aiment. Vous écrivez pour quelle raison? Oui, bon, on n'écrit pas en général pour ennuyer ses amis, mais moi j'ai écrit pour être heureux d'abord. Et j'ai décidé une fois pour toutes, après avoir fait un métier, et continue à le faire d'ailleurs, qui est un métier difficile, qui m'a mis très tôt en rapport avec la tragédie du monde et de la vie finalement, j'ai décidé qu'en écrivant, j'irais vers une forme de bonheur. Voilà, c'est-à-dire que j'écris avec cette idée. Moi, j'ai eu un déclic au moment où j'ai commencé à écrire des romans. J'avais été très influencé par la lecture des mémoires de Lorenzo da Ponte, c'est les mémoires du librettiste Mozart, qui est un peu sous la forme littéraire l'équivalent de cet esprit mozartien finalement, qui est un esprit avec des héros qui sont des héros pré-romantiques et encore a fortiori pré-modernes évidemment, qui sont des héros solaires. Dans les mémoires de Lorenzo da Ponte, c'est assez amusant parce qu'il traverse des difficultés. Il y a des moments, un moment, il est presque en train de mourir de faim, tellement il a tout dépensé, ils ont tout claqué avec sa jeune femme, les fêtes, les machins, etc. Puis ils n'ont plus rien. Un quignon de pain sur la table, quand ils l'auront mangé, ils n'auront plus rien à manger. Il y a une bûche qui brûle dans la cheminée, après il n'y a plus de bois, ils auront froid. Bon, voilà. Alors vous imaginez un héros romantique, soucis, les pages tragiques. Bon, lui, pas du tout. Ils se mettent au lit et ils s'embrassent et ils disent c'est merveilleux, on a eu une vie merveilleuse. C'était le bonheur total, la fête. Bon, c'est fini. Au revoir. Puis ils se mettent au lit. Et puis comme on est au XVIIIe siècle, on frappe à la porte, on leur doit de l'argent, on apporte une bourse d'or et ça repart. Voilà. Et il y a quelque chose d'extraordinairement puissant dans cette espèce de bonheur qu'on sent quand on écoute un opéra de Mozart, par exemple. Et quand je me suis mis à écrire, c'était le premier roman que j'ai écrit. Je traversais une période qui avait été assez difficile, avec des deuils, avec des épreuves assez difficiles, vraiment. Et je me suis dit, je ferai le choix du bonheur. Je ferai le choix, non pas du bonheur niais, parce que je ne crois pas du tout que le bonheur soit quelque chose de bête, mais du bonheur puissant, de quelque chose qui traverse la vie et qui dans les personnages, vous met à la remorque d'une sorte de soleil, de force. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier roman qui s'appelait L'Abyssin. Et j'écris à la main. Moi. Alors ça fait des pages comme ça et tout, puis j'ai donné ça à taper. Et donné ça à taper à la fille qui avait tapé avant mes essais. Vous voyez. Alors quand elle tapait les essais, on payait un petit peu. Vous voyez. Et puis là, elle était toute contente, elle me demandait les chapitres, etc. Et je me suis dit, mais alors c'est merveilleux, moi je suis heureux en écrivant ça, et ça passe. Ça passe à quelqu'un. Et quand j'ai publié ce livre, j'avais repris la médecine, j'avais la responsabilité d'une salle à l'hôpital Saint-Antoine, et je faisais les visites le matin avec les internes, les externes, tout le monde, etc. Puis je sortais le dernier, évidemment, de la chambre. Vous savez, les patients aiment bien parler au médecin. Des fois, docteur, je vais vous dire, alors on fait sortir tout le monde, un peu le capitaine du navire, sauf en Italie. Et puis, on vous dit, voilà, et les patients vous disent, écoutez, voilà, ils ouvrent la table de nuit, ils sortent votre roman, puis ils vous disent, voilà, ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait... Et ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. J'ai parfois écrit des livres un peu durs, un peu tragiques, etc., mais il y a toujours en eux, en tout cas je l'espère, quelque chose qui, en tout cas, moi, me tend vers une forme d'espoir. Et c'est, encore une fois, pas du tout nié. C'est pas non plus inconscient, c'est volontaire. C'est comme ça que je veux écrire. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de lecteurs. Voilà. Finalement, à chaque étape de votre vie, on découvre un nouveau livre. Donc, en nous racontant la prochaine étape de votre vie, on va peut-être en savoir un peu plus sur le prochain livre. Non, parce que je ne sais pas moi-même, je n'ai pas encore décidé du tout. Simplement, ce que j'ai décidé de faire, c'est de repartir en mission, là, à la fin du mois, enfin tout début du mois de mai, en Afrique pour 3 mois. Travailler, tout simplement. Travailler à la base, parce que j'ai pas envie de diriger, de faire des choses compliquées.
Et j'ai envie de me replonger dans la vraie vie, dans une vie. Donc celle de médecin, là, pour le coup. Celle de médecin, oui, oui. Et bon, voilà, c'est tout. Et j'ai pas de projet particulier, mais les projets, pour moi, ils naissent l'hiver. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu du mal à écrire quand j'habitais sous les tropiques. Ça a commencé au Brésil, à Recife, c'était toujours très très chaud. Un jour, ma femme de ménage est arrivée, elle avait une petite pull à trous sur le dos, elle m'a dit, vous avez vu, c'est l'hiver. J'ai regardé dehors, il faisait 28 au lieu de faire 32. Et je me suis dit, si c'est ça l'hiver, je pourrais jamais y arriver. Et j'ai jamais pu écrire là-bas. Voilà. Donc j'attends l'hiver. Très bien. Merci beaucoup.